C'est une scène de crime extrêmement violente, c'est une exécution en fait. Il levait les bras au ciel, ne venez pas, il y a du sang partout. J'ai vu qu'on ne pouvait rien faire. Dans le village, personne n'a rien entendu. Tu dis, bah pourquoi lui pourquoi? On veut les monstres qui ont fait ça à mon frère. Ça, c'est sûr. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pour moi de toute façon. Le vendredi 25 mars 2016, Gilles Tourny découvre le corps de son voisin et ami, Fernando Mourao. Je l'ai vu par terre, juste en caleçon. Eh ben, il baignait dans le sang, quoi. C'est comme si c'était une bombe qui vous atterrit dessus. On est anéanti. Ce retraité qui vivait seul a été sauvagement assassiné. Alors qu'il était devant la télé, l'auteur a tiré 4 coups de feu. Celui ou celle qui est venu le tuer voulait pas qu'il s'en sorte. Dans cette affaire, de nombreuses pistes sont suivies. La première hypothèse des enquêteurs est que Fernand Mourao a entretenu une liaison avec une femme qui était en couple. Pire que ça, il avait eu un enfant avec elle. Fernando Mourao a-t-il été tué parce qu'il avait lancé une procédure en reconnaissance de paternité? Quand il a fait les démarches pour reconnaître l'enfant, je lui ai dit, Fernand, fais attention, ils sont dangereux. C'est alors qu'un autre suspect apparaît parmi l'entourage de la victime. Cet homme est un homme d'affaires un peu particulière, qui était fiché au grand banditisme. Les gendarmes suspectent aussi les voisins de Fernando Mourao, qui ont, semble-t-il, des choses à cacher. C'est vrai que mon mari a été tenté par la femme de Fernand. Gilles Tourny aurait-il tué son ami et voisin par jalousie? Il faudrait être fêlé complètement pour faire un truc comme ça. L'erreur judiciaire dans une accusation si terrible, ça fait souffrir. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Peu après 10h30, le vendredi 25 mars 2016, une voiture de la gendarmerie roule à toute vitesse, sirène hurlante. À son bord, 2 enquêteurs sont dépêchés de toute urgence vers un quartier résidentiel de la petite ville de Châteaumeillan, situé dans le département du Cher. Car un quart d'heure plus tôt, un homme a été découvert sans vie dans sa maison. C'est sa sœur Adélia qui, la première, s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles. Mon frère, il venait boire le café tous les jours. Quand je ne l'ai pas vu le 24, c'est vrai que je ne me suis pas trop affolée. Le 25 au matin, par contre, quand j'ai vu que mon frère ne venait pas, là, je me suis complètement affolée. 8h30, pas de gars, 9h, pas de gars. Persuadée qu'il est arrivé quelque chose de grave, Adélia Mourao appelle les voisins de son frère Fernando. Adélia a demandé à mon épouse si je voulais pas aller voir. Puis résultat, j'y suis allé. Quand je suis à la porte, je frappe. T'es là, Fernand? Et puis je m'avance un peu. Puis c'est là que j'ai vu le corps. Une vision terrible qui marquera à jamais la vie de Gilles Tourny. Je l'ai vu par terre, Fernand par terre, juste en caleçon. Eh ben, il baignait dans le sang, quoi. Entre-temps, Adélia et sa sœur sont arrivées chez leur frère Fernando. Mais redoutant le pire, elles sont restées dehors. Quand Gilles il est sorti, il était blême et il dit venez pas, venez pas, venez pas. Il levait les bras au ciel, ne venez pas, il y a du sang partout. Nelly, la fille de Gilles Tourny, qui est infirmière, arrive à son tour. J'ai vu qu'on ne pouvait rien faire. C'était visible à l'œil nu. J'ai même pas tenté de porter secours ou quoi, puisque c'était, on le voyait, il n'y avait rien à faire. J'ai même pas touché Fernand, ni rien. Gilles Tourny demande alors à sa femme, Simone, d'appeler les secours. Appelle les gendarmes. Il ne m'a pas expliqué vraiment ce qu'il y avait. Bon, moi, je me suis doutée que c'était grave parce que j'avais écouté crier.
Quand les gendarmes arrivent, ils ne peuvent que constater le décès de Fernando Mourao, qui présente une plaie au niveau du front. Aucun doute pour eux, la blessure est consécutive à un tir par arme à feu. C'est une scène de crime extrêmement violente, c'est une exécution en fait. La thèse du suicide, elle est finalement vite écartée à partir du moment où on constate qu'il n'y a pas d'arme. Donc voilà, ça ne correspond absolument pas à un suicide. Donc très vite, c'est une enquête criminelle qui démarre. Une enquête qui va devoir répondre à une question. Qui a tué Fernando Mourao, un retraité de 60 ans qui vivait seul? Les lieux sont gelés en attendant l'arrivée des enquêteurs de la section de recherche de Bourges. Une équipe de techniciens en identification criminelle est requise pour procéder à l'exploitation de la scène de crime. Mais avant que puissent débuter ces premières investigations, les gendarmes commencent à dresser le portrait de la victime. Un homme dont la famille apprend effarée ce qui est arrivé. Fernando Mourao avait 2 filles, Sandrine et Stéphanie, et 6 frères et sœurs. On était une famille très unie, on était tous là les uns pour les autres. C'est comme si c'était une bombe qui vous atterrit dessus, on est anéanti. On est complètement anéanti, mais on ne réagit même pas, on se dit mais c'est pas possible. Elle dit tu sais pas la nouvelle, ils ont tué Fernand. Ah. Ça m'a sonné, le cœur qui me tapait. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais en train de bricoler dans le grenier. Ma femme est venue, à son timbre de voix, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et elle m'a dit Fernand est mort ou il s'est fait tuer. D'origine portugaise, Fernando Mourao était un jeune retraité actif et apprécié de tous. Mon frère, c'était quelqu'un avec un cœur énorme. Vous alliez le voir, est-ce que tu aurais ça, est-ce que tu aurais ça? La porte était toujours grande ouverte pour tout le monde. C'était quelqu'un de gentil, quelqu'un de prêt à rendre service, tout. Un ami, un voisin, un bon voisin. C'était une personne gentille, mais en même temps forte et un caractère très fort, têtu. Fernando Mourao fréquente beaucoup ses voisins, Simone et Gilles Tourny. Les 2 hommes se connaissent depuis 40 ans, lorsqu'ils étaient électriciens. On travaille dans la même boîte. Il a été chef d'équipe pendant un moment. C'est là qu'on s'est connus plus. Et puis, au début des années 80, les Mourao sont devenus les voisins des Tourny. Nous, on a construit. Après, il veut construire. Il dit, je veux mettre à côté de toi. C'est dans le terrain qu'il avait trouvé, qui était à côté d'une autre. Puis ça s'est fait comme ça. Quelques années plus tard, Fernando Mourao a divorcé de la mère de ses 2 filles. Vivant seul depuis, ses relations de voisinage sont devenues essentielles. Moi, à chaque fois que j'étais chez mes parents, il y avait Fernand à la maison qui buvait le café avec mes parents. Ils avaient toujours un petit mot d'échange entre le grillage, un petit coucou. Et le mariage entre Nelly, la fille de Gilles Tourny, et Emmanuel, le neveu de Fernando Mourao, a scellé à jamais l'amitié entre les 2 hommes. Au mariage, il y avait tout le monde, il y avait toute la famille Mourao, toute la famille Tourny. C'était un grand mariage. Enfin oui, on était à 150. Il y avait les 2 familles, tout s'est très bien passé. Entouré de ses proches, Fernando Mourao était un homme heureux. Un homme à la vie tranquille, sauf quand il tombait amoureux. Les enquêteurs apprennent notamment que la victime a eu pendant plusieurs années une liaison avec une jeune femme de 30 ans qui vivait en concubinage. Et en 2011, 5 ans avant le meurtre, la maîtresse de Fernando Mourao a accouché d'un petit garçon, enfant dont le retraité est devenu le parrain. Mais pas une seule fois, Fernand, il a dit c'est mon fils. Il ne le disait pas. Mais bon, on s'en doutait. On se doutait bien que c'était son fils. Vu l'affection que Fernand il avait pour lui, et puis bien brun, mat, comme Fernand, donc on s'en doutait. Une heure et demie s'est écoulée depuis la découverte du corps de Fernando Mourao. Les techniciens en identification criminelle de Bourges, tout juste arrivés, ont revêtu leur combinaison blanche pour ne pas polluer la scène de crime. La maison va maintenant être au centre des investigations. Commencent alors les premières constatations et la recherche d'indices.
La maison de la victime est constituée d'un garage, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Les experts pénètrent dans l'habitation. La porte d'entrée du domicile n'est pas verrouillée. La clé est encore dans la serrure. À l'intérieur, les lumières sont éteintes. La maison était toute sans dessus-dessous. Tous les meubles étaient renversés. C'était un véritable bazar. Les meubles qui ont été renversés, mais je suis persuadée qu'ils cherchaient de l'argent là-dedans. Les meubles renversés, ma sœur, quand elle a été pour faire le ménage, qu'ils ont essayé, avec mon frère, ils ont essayé de pousser pour nettoyer derrière le meuble. Ils n'ont pas pu bouger le meuble à 2 d'un millimètre. Ils n'ont pas pu le bouger. Moi, je suis persuadée qu'il y avait minimum 2 personnes. Les experts recherchent des empreintes sur les poignées du domicile de Fernando Mourão. Une constatation importante est réalisée sur la deuxième porte-fenêtre de la pièce. Il y avait 2 impacts de balles, à ça l'une de l'autre. Les gendarmes s'approchent ensuite du corps. À côté, par terre, une télécommande est retrouvée. La télé est éteinte. Les experts se penchent sur le cadavre. Ils constatent l'existence de 4 plaies. Le tueur n'a laissé aucune chance à sa victime. Il a été exécuté à son domicile alors qu'il était manifestement dans son salon, devant la télé. Dans le séjour, des taches de sang sont prélevées. Près de la table renversée, un projectile est saisi. Un rapide examen permet d'établir qu'il a été tiré par une arme de poing. Contre un mur, un fusil est découvert. Un vieux fusil, mais dont d'emblée on sait qu'il ne s'agit pas de l'arme du crime, puisque ça ne correspond pas au calibre des balles, qui sont de calibre 38. Les gendarmes apprennent immédiatement que cette arme appartient à la victime. Et c'est dans les toilettes que les experts découvrent des cartouches neuves, compatibles avec ce fusil. Ces constatations permettent aux gendarmes de dessiner un premier scénario criminel. Le scénario que l'on peut imaginer, c'est que d'une part, les 2 premiers coups de feu sont tirés de l'extérieur, puisqu'on a 2 impacts dans la porte-fenêtre. On peut penser que le premier tir atteint la victime, ensuite la victime se lève pour s'enfuir, elle est atteinte par le 2e coup de feu, et ensuite le tireur pénètre à l'intérieur de la maison et tire les 2 autres coups de feu qui sont des coups de grâce. Jean-Marc, nous sommes devant la maison de Fernando Mourão. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a toujours les scellés sur la porte d'entrée pour en interdire l'accès. Alors, on l'a vu, l'exploitation de la scène de crime est riche en informations. Lorsque les gendarmes arrivent, les pièces sont en grand désordre, les lieux ont été fouillés. Est-ce que cela vous oriente vers la piste du cambriolage qui a mal tourné? Moi, a priori, j'écarterais cette hypothèse. Bien sûr, tous les meubles ont été fouillés et renversés. Mais justement, il me semble que c'est une mise en scène. Dans un cambriolage, Arnaud, les cambrioleurs renversent les meubles qui sont susceptibles de contenir quelque chose. Ils vident les tiroirs des armoires, des commodes, des buffets, susceptibles de contenir de l'or, de l'argent, des bijoux. Là, les tables et les chaises sont également renversées. Ça n'a aucun sens. Et puis, il y a un élément supplémentaire qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné. C'est le fait que le ou les agresseurs ont tiré avant même d'entrer dans la maison. Alors que dans un cambriolage qui tourne mal, le cambrioleur tire pour s'enfuir. Pour la sœur de Fernando Mourão, il fallait au moins être 2 pour déplacer et renverser les meubles qui, semble-t-il, étaient très lourds. Est-ce que vous partagez son avis? Non, moi, j'en tirerai aucune conclusion. Vous le savez aussi bien que moi, Arnaud, dans certaines circonstances, les décharges d'adrénaline peuvent décupler les forces physiques de quelqu'un. Jean-Marc, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur le mode opératoire. On sait que l'auteur a tiré 2 balles depuis l'extérieur et 2 autres après être rentré dans la maison de Fernando Mourão.
Est-ce que cela peut nous donner des indications sur le profil du tueur? Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est habitué à l'utilisation des armes à feu, à quelqu'un d'aguerri. J'imagine le scénario suivant. Le tireur, alors qu'il est encore à l'extérieur, tire en direction de sa victime 2 coups de feu pour la neutraliser, pour éviter qu'elle ne s'enfuit ou qu'elle ne résiste. Puis il s'approche et il tire 2 coups de feu de beaucoup plus près pour achever cette victime. Il s'agit de quelqu'un de très déterminé, qui a une grande maîtrise des armes à feu, d'autant qu'on le sait, le 38 spécial, le revolver 38 spécial, n'est pas une arme si facile que ça à maîtriser. On a retrouvé la télécommande du téléviseur tout près du corps de la victime. Alors, selon toute vraisemblance, le tueur a surpris Fernando Mourão alors qu'il regardait la télévision dans son canapé. Et pourtant, lorsque le corps a été découvert, la télévision était éteinte. Il y a 2 possibilités. Soit c'est Fernando Mourão lui-même qui a éteint ce téléviseur pour éviter de rester dans la lumière la cible de son agresseur, soit c'est le tireur lui-même qui, avant de partir, a éteint ce téléviseur pour éviter que la lumière de celui-ci, restant allumée toute la nuit, n'attire l'attention du voisinage. Les gendarmes doivent maintenant terminer leur première constatation. Poursuivant leur avancée dans l'habitation de la victime, ils descendent dans le garage à la recherche d'indices. La voiture de Fernando Mourão est dans le garage. Un élément qui surprend les proches de la victime. Mon frère, il avait l'habitude de laisser sa voiture dehors tout le temps. C'est une vieille voiture qui traînait tous les jours comme ça. Différents prélèvements sont effectués. On retrouve sur le rétroviseur du véhicule de Fernand une empreinte digitale. C'est pas à qui elle appartient, elle n'a pas été identifiée. À 16h, les gendarmes quittent les lieux après avoir posé des scellés sur la porte et le portail de Fernando Mourão. 5 jours plus tard, le 28 mars 2016, une information judiciaire pour assassinat est ouverte au tribunal de grande instance de Bourges. À peine saisi, le juge d'instruction reçoit les résultats des analyses des scellés effectués sur la scène de crime. On a pu retrouver des traces ADN qui n'appartiennent pas à M. Mourão, qui n'appartiennent pas à la famille de M. Mourão et qui, du coup, appartiennent à des tiers. Sur la poignée intérieure de la porte d'entrée du domicile, l'ADN de la victime est découvert, mais il est mélangé à un ADN non identifié. Un autre ADN partiel de sexe indéterminé a été prélevé sur le projectile retrouvé près de la victime. Mais il est pour l'instant impossible de savoir à qui appartiennent ces empreintes génétiques. Avant de revenir sur les résultats des expertises, un mot, Jean-Marc, sur la voiture de la victime qu'on a retrouvée à l'intérieur du garage. Pourtant, selon sa sœur, Fernando Mourão l'a laissée tout le temps à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur qui l'a déplacée? Si c'est bien le tueur qui a rentré la voiture de la victime dans le garage, c'est qu'il connaissait ses habitudes et qu'il pensait qu'en camouflant cette voiture aux yeux de tous penseraient que Fernando Mourão s'était absenté pour un certain temps, ce qui retarderait d'autant la découverte de son corps. Mais moi, Arnaud, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui vient d'abattre froidement sa victime, qui vient de tirer 4 coups de feu bruyants, prenne le temps de prendre les clés de la voiture, de garer la voiture dans le garage pour finalement s'enfuir. C'est augmenter le risque d'être vu, d'être surpris et de laisser des traces. À propos des traces, justement, le tueur a visiblement laissé bien peu d'indices. Les résultats des prélèvements sont décevants, car finalement on a retrouvé 2 traces ADN, une sur la poignée intérieure de la porte d'entrée et une sur le projectile retrouvé près du corps de la victime. Ouais, et dans cette affaire, ce ne sont pas les investigations de police technique et scientifique qui vont beaucoup aider les enquêteurs de la section de recherche de Bourges. Il faudra vite oublier la trace retrouvée sur le projectile. Il s'agit de l'empreinte d'un des techniciens en identification criminelle. Arnaud, en 2016, ce genre de pollution de scène de crime ne devrait plus se produire. Quant à l'ADN retrouvé sur la poignée de porte, il s'agit d'une trace incomplète et mélangée, donc inexploitable à cette époque. Cette quasi-absence de traces biologiques laisse logiquement penser, Jean-Marc, que le tueur portait des gants. Oui, c'est probable et même très vraisemblable. Alors si on ajoute
au fait qu'il portait des gants, le mode opératoire, c'est-à-dire 2 balles tirées de loin puis 2 balles tirées de près, le fait qu'il ait laissé très peu de traces, on n'est pas en présence d'une rixe qui a mal tourné, d'une tentative d'intimidation, mais d'un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'un assassinat. Les enquêteurs de la section de recherche de Bourges se lancent dans leur enquête et immédiatement une première piste s'impose à eux. Tous les proches de la victime ont raconté que Fernando Mourão avait eu une longue liaison avec une femme qui était déjà en couple. Alors forcément, ils se demandent si le compagnon trompé ne serait pas impliqué dans le crime. Fernando Mourão a été très amoureux d'une jeune femme qui appartient à la communauté des gens du voyage. Il m'a expliqué qu'il avait rencontré cette jeune femme parce qu'elle l'avait d'abord pris comme confident pour lui faire part de problèmes qu'elle rencontrait dans son couple et que les confidences avaient conduit à ce que leur relation devienne plus intime. Et cette relation a duré environ 3 ans. Les gendarmes savent que pendant cette liaison est né un petit garçon, enfant âgé de 5 ans au moment du meurtre. Cette naissance a comblé Fernando, qui n'était pourtant officiellement que le parrain. Mais au fil des auditions, il semble évident qu'en réalité, cet enfant était le sien. Il aimait le gosse. Moi, je l'ai vu 2 ou 3 fois avec. Il était fier d'avoir un fils. Il était vraiment très, très heureux avec ce petit gamin. Il était heureux d'avoir cet enfant. Il était heureux. Puis c'est vrai que j'étais contente parce que je le voyais heureux. Cette drôle de vie va durer des années. Fernando Mourão profite de sa paternité clandestine et de sa relation amoureuse tout en acceptant que sa maîtresse reste avec son conjoint officiel. Et puis un jour, mon frère, il est venu, puis je dis, t'as l'air bizarre. Il me dit, attends que je t'explique. Donc c'est de là qu'il m'a raconté que la fameuse jeune femme a dit à son copain, à l'époque, qu'ils n'étaient pas mariés, que le petit, c'était le fils à mon frère. Je me rappelle, je lui ai dit, mais elle est complètement folle. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, mon frère n'a plus jamais vu le petit. Pendant plus de 3 ans, il a pu voir très régulièrement l'enfant, le recevoir, le présenter, vivre avec cet enfant comme son fils. Et puis brusquement, le compagnon de sa maîtresse avait dit « stop, il ne vient plus le voir ». Cet événement douloureux a eu lieu 2 ans avant le meurtre. Il était malheureux, c'était une évidence, il était malheureux. Parce qu'il ne demandait pas grand-chose, pauvre vieux, il demandait juste à le voir de temps en temps. De temps en temps, il voulait juste le voir de temps en temps. Très attaché à ce petit garçon, Fernando Mourão décide de s'engager dans un combat juridique pour faire reconnaître sa paternité. L'enfant est alors âgé de 3 ans. Monsieur Mourão proposait bien évidemment un exercice conjoint de l'autorité parentale. Il sollicitait la possibilité que l'enfant puisse porter son nom. Il proposait que l'alliance de l'enfant reste fixée chez la mère. Et il proposait de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de l'enfant par une pension alimentaire de 150 € par mois. Fernando Mourão veut vraiment retrouver son fils, même si cela provoque la colère de ses 2 filles aînées. Sandrine n'a jamais admis que son père ait eu un petit avec une gitane. Et puis Stéphanie, c'est pareil, elle avait arrêté de parler à son papa. Elle le prenait très mal et je le comprends, et moi je l'aurais pris très mal aussi. Parce qu'il y avait une grosse différence d'âge, et puis ça nous a plus que surpris, oui, on va dire choqués. Oui. Donc ma nièce, elle a commandé un test ADN, je ne sais pas trop où, sur Internet, je suppose. Et puis, effectivement, il est revenu, c'était bien son fils, quoi. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça, il était sûr que c'était son fils. Il en était sûr, mon frère. Et puis c'est vrai qu'il ressemble beaucoup. C'est fort de cette analyse ADN que Fernando Mourão a assigné le couple devant le tribunal de grande instance de Bourges. Quand il a fait les démarches pour reconnaître l'enfant, je lui ai dit « Fernand, fais attention, ils sont dangereux ». Je lui ai dit, mon mari lui a dit. Ma mère, elle lui disait « Fernand, tu vas te ramasser un coup de fusil ». On lui a dit à Fernand, on lui a dit « Mais t'as pas peur de faire cette démarche-là parce que les enfants, c'est sacré dans cette communauté-là ». Et non, elle n'avait pas peur. Elle a dit non,
Non, j'ai pas peur. Il était déterminé à le faire, bien que très régulièrement, il m'ait dit que cet homme était violent. Mais ça n'atteignait pas sa détermination. Le couple est alors informé de l'action en cours. Cette assignation a été délivrée au couple le 16 février 2016. Et M. Mourao a été tué le 25 mars. Voilà. On se dit, est-ce que c'est ça qui a motivé la mort de M. Mourao? La coïncidence est troublante, d'autant plus que Fernando Mourao se sentait en danger. Il m'a dit que je t'explique, j'ai ma petite amie de l'époque qui m'a dit t'es menacé, t'as intérêt de faire attention, parce qu'ils vont te tuer. C'est là qu'il a répondu, j'ai ce qu'il faut pour me défendre. Qu'ils viennent, je les attends. Il n'avait pas peur. Il disait toujours, je les attends, en cas de sommeil. Puis ça, c'est des mots qu'il a dit. Les gendarmes comprennent alors pourquoi ils ont retrouvé chez la victime une carabine et des cartouches dispersées un peu partout dans la maison. Malgré toutes ces informations, les enquêteurs décident de ne pas fouiller immédiatement cette piste. Ils veulent avant tout recueillir le plus d'éléments matériels possible. Négar, on vient d'apprendre que Fernando Mourao avait intenté une action en reconnaissance de paternité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'établit juridiquement la paternité d'un enfant ? Dans notre affaire, Arnaud, l'enfant a déjà été reconnu une première fois par le conjoint de sa mère, qui donc, depuis la naissance, en est le père juridique. Et c'est là-dessus que Fernando Mourao s'estime finalement en être le père biologique. On est donc dans le cas d'une action en contestation de paternité, avec demande d'établissement de sa propre paternité. Et concrètement, le tribunal va ordonner à l'enfant et aux deux hommes des tests salivaires. Si ceux-ci se révèlent positifs, le demandeur à l'action devient donc le père biologique depuis la naissance de l'enfant rétroactivement. Fernando Mourao avait confié à plusieurs de ses proches être menacé par le compagnon de sa maîtresse. Pourtant, il n'a jamais porté plainte. Est-ce qu'il faut apporter les preuves des menaces dont on a fait l'objet pour déposer une plainte? Non, Arnaud. Le dépôt d'une plainte n'est subordonné à rien du tout. Et le service de police judiciaire où l'on se rend est tenu de récolter la plainte, de la transcrire sur procès-verbal et de délivrer un récépissé à la victime. Ça, c'est pour le dépôt de la plainte. Maintenant, pour que cette plainte donne effectivement lieu à des poursuites, voire à une condamnation, il faut évidemment des preuves parce qu'on est en matière pénale. Et si celles-ci peuvent être produites immédiatement par le plaignant plutôt que récoltées ultérieurement par les enquêteurs, c'est encore mieux parce que ça permettra d'asseoir ces déclarations. Alors, pour revenir à notre affaire, rien n'empêchait Fernando Mourao de déposer plainte. Maintenant, il n'est pas dit, en l'absence de preuves, que celle-ci aurait prospéré. Les proches de Fernando... Avec cette information, les gendarmes comprennent pourquoi la voiture de la victime était exceptionnellement dans le garage. Pour moi, il a dû rentrer la voiture dans le garage justement pour descendre ses aliments. J'ai un appel avec un de ses amis qui dure une dizaine, quinzaine de minutes. L'étude du téléphone portable de la victime démontre que cet ami est la dernière personne à avoir parlé à Fernando Mourao. Le témoin a été interrogé, il décrit rien de particulier, pas de crainte exacerbée ou pas d'angoisse particulière. Enfin, Fernando Mourao, ce soir-là, il est tranquille, il parle à son copain et il va regarder. À 8h47, il n'y a plus que des appels en absence. Cela laisse supposer que Fernando Mourao a été tué au cours de la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 mars 2016. Le tueur a tiré 4 fois. Pourtant, les voisins n'ont rien entendu. On n'a pas écouté de coups de feu, ni quand on regardait la télé le mercredi soir, ni à aucun moment dans la nuit, ni... Non, absolument pas. On n'a rien entendu. Gilles Tourny précise aux gendarmes que quand il a sorti ses chiens dans sa cour après avoir regardé son film à la télé, la maison de son voisin était éteinte. La voiture de Fernando n'était pas là. Le lendemain matin, le jeudi 24 mars, Gilles Tourny a attendu Fernando pour faire une chape de ciment dans son abri de jardin. Rendez-vous avait été pris la veille. Oui, ben, j'ai demandé un coup de main et il m'a dit oui, qu'il n'est pas venu, quoi.
Cette absence n'a à ce moment-là pas inquiété Gilles Tourny, ni d'ailleurs le fait que le portail de son voisin était resté ouvert. Ah ben, c'est moi qui l'ai fermé. Je n'aimais pas que ça soit ouvert, même dans la journée. Parce qu'il n'y avait pas de loquet, c'était juste à la fermer comme ça, un bout de fil, c'est tout. Et à ce moment-là, Gilles Tourny n'a rien remarqué d'inhabituel. Quatre jours après la découverte du meurtre, le corps de Fernando Mourão est autopsié à l'Institut médico-légal de Tours. L'expertise du médecin légiste va permettre de confirmer le premier scénario criminel établi par les enquêteurs. L'étude des plaies et des blessures internes va également donner des précisions sur l'arme du crime. Le scanner complet, réalisé avant toute autre chose, confirme que la victime a reçu 4 projectiles. 3 sont restés logés dans le corps, et une balle, en revanche, est ressortie. À l'examen externe, 5 plaies sont visibles. Le premier orifice d'entrée, c'est celui au niveau de la poitrine. Le second, c'est celui probablement au niveau des reins. Le troisième, celui qui atteint la victime à la mâchoire, avec la balle qui rentre au niveau de la mâchoire et qui ressort dans le cou. On retrouve le projectile à proximité du corps de la victime. Et le dernier, c'est probablement celui tiré au niveau de l'arcade sourcilière. Et c'est ce dernier tir qui a provoqué la mort de Fernando Mourão. Les 3 autres tirs ont causé des blessures qui n'étaient pas létales. Au lendemain de l'autopsie, le juge d'instruction autorise la restitution du corps de Fernando Mourão à sa famille, aux fins d'inhumation. Les obsèques ont lieu le 2 avril 2016. On nous l'a pris et on veut les monstres qui ont fait ça à mon frère. Ça, c'est sûr. Il méritait vraiment pas ça. C'était quelqu'un avec un grand cœur. Il méritait pas ce qu'on lui a fait. Il méritait. Probablement quelques dizaines de centimètres au maximum. 2 dernières balles, quasiment à bout touchant. Une véritable exécution. Fernando Mourão a été la victime d'un meurtre particulièrement violent. Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs sont persuadés qu'un tel mode opératoire traduit un lien personnel entre le retraité et son tueur. Un conflit, un désir de vengeance peut-être. Les gendarmes décident donc de reprendre la piste de l'ex-maîtresse de la victime et de son mari, car le désaccord sur la paternité de l'enfant pourrait bien être un mobile très sérieux. Le mercredi 30 mars 2016, soit une semaine après le meurtre, les enquêteurs interpellent à leur domicile l'ex-maîtresse de Fernando Mourão et son mari. Donc là, on se dit, il y a une garde à vue. Bon, ben, on nous dit que ça peut être décisif. On apprend que c'est un couple, donc un homme, une femme, et une femme qui, vraisemblablement, avait eu aussi une relation avec Fernando Mourão. Beaucoup de témoins en parlent. Il y a eu des menaces de mort proférées dans le cadre du litige entre Fernand et ce couple. Donc il y a vraiment de quoi s'intéresser à eux. Les enquêteurs commencent par prélever l'ADN des 2 suspects, puis réalisent des tamponnoirs sur leurs mains et leurs vêtements pour rechercher des résidus de tir. Le problème, c'est que malgré tout, les jours ont passé. Eh bien, effectivement, ça a tendance à partir avec le temps. Une perquisition du logement, situé à une trentaine de kilomètres de chez la victime, est menée. 2 fusils de chasse et de nombreuses cartouches sont découverts dans le débarras de la maison. Ma foi, rien d'exceptionnel. On est dans une région rurale où voilà, la chasse est très largement pratiquée, mais il n'y a pas l'arme du crime. Ça ne le relie pas à l'homicide de Fernando Mourão. Le couple est ensuite transféré à la gendarmerie de Bourges. Les interrogatoires commencent simultanément à 14h30. Première question. Qu'avez-vous fait le jour du meurtre ?
Ils vont expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec la mort de Fernando Mourao et ils vont notamment expliquer qu'ils ont un alibi, que ce jour-là, ils sont sortis ensemble faire des courses avec d'autres personnes, qu'ils sont rentrés en fin d'après-midi. Mais l'homme ajoute une précision. Il explique que lui est ressorti faire à nouveau des courses et qu'il est revenu à 21h et qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus ressorti. Ces explications ont été vérifiées par les gendarmes. Tout ça a été croisé et ça n'a pas permis de relever des contradictions chez le couple. Effectivement, les gendarmes se basent surtout sur la téléphonie. Ils constatent que le téléphone ne s'est jamais trouvé dans la zone où le crime a été commis. Les gendarmes interrogent ensuite le mari sur les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de Fernando Mourao. Des menaces particulièrement inquiétantes. Lui-même reconnaît qu'il a appelé, qu'il lui a dit « je vais te casser la gueule », mais que, bon, ma foi, ni plus ni moins qu'un mari trompé qui appelle l'amant de sa femme et qui voilà, va lui dire tout ce qu'il pense de mal. Mais il dit bah, voilà, c'était pas une menace de mort et encore moins, je suis encore moins lié à son décès. La femme dit alors aux enquêteurs que son conjoint lui avait pardonné son infidélité. La preuve, c'est que depuis, ils se sont mariés. Mais les gendarmes ont le sentiment qu'en réalité, le mari trompé a toujours été au courant de la relation adultère de sa femme. Un mari qui aurait donc accepté la situation pour soutirer le plus d'argent possible à l'amant. Moi, je l'ai vue, cette jeune femme, avec la carte bleue à mon frère. Elle me l'a fait voir. Elle dit, je fais les courses à Fernand, j'ai sa carte bleue. Voilà, mon frère, c'était ça. Il avait confiance en tout le monde. Il avait confiance en tout le monde. C'était un petit peu, pour eux, pour lui et sa compagne, un pigeon. Fernand était leur fonds de commerce. Il donnait de l'argent pour pouvoir voir cette femme et pour pouvoir voir son enfant qu'il avait eu avec elle. Il a donné énormément d'argent à ces gens-là. Il a donné énormément d'argent. Stéphanie, c'est elle qui s'occupait des comptes à son père, qui payait les factures. Et elle a vu des sommes partir pour la jeune femme qui fréquentait à l'époque, avec qui il a eu l'enfant. Et elle en était arrivée, je pense, à 12 000 €, ce qu'il avait donné. Et elle avait arrêté de compter à un moment donné. Le mari profitait forcément de cet argent. Et c'est sans doute quand Fernando Mourao a compris que le soi-disant amour de sa maîtresse s'était intéressé, que les relations se sont définitivement envenimées. Fernand pouvait voir le petit, mais il donnait de l'argent. Et cet équilibre extrêmement fragile et peut-être malsain, sans doute malsain, se brise lorsque Fernand dit « je veux reconnaître l'enfant ». Fernando Mourao ne voulait plus donner d'argent au couple. En revanche, il préparait l'avenir de son fils. Il avait ouvert un compte. Mon gamin, un jour, je vais avec mon frère et il dit « Attends que je m'arrête, là je vais mettre des sous pour le petit ». Est-il possible que le couple, furieux de ne plus pouvoir profiter directement de la générosité de Fernando Mourao, ait tué le retraité? L'homme et sa femme clament leur innocence. Et aucun élément matériel ne permet de les placer sur la scène de crime. Ils sont finalement libérés, après 30 heures de garde à vue. Bon, on se dit, soit c'est pas la bonne piste, soit on les libère rapidement parce qu'ils se disent on gardera un petit peu de garde à vue pour les reprendre après. Le procureur ou l'instruction n'estime pas avoir assez de billes pour continuer à les entendre. Mais un mois plus tard, soit 5 semaines après le meurtre, coup de théâtre, les analyses des prélèvements réalisés sur le pantalon du mari trompé révèlent la présence de résidus de poudre. Immédiatement, les enquêteurs convoquent le suspect. Son explication est simple. Il a tiré avec son fusil de chasse sur un renard. C'était, selon lui, 5 jours après le meurtre de Fernando Mourao. Et lorsque les gendarmes vont quand même lui poser une question, « Qu'avez-vous fait de la cartouche ?» Il va dire « Mais je l'ai brûlée. » On n'essaye pas de voir si c'est vraiment vrai, donc on ne comprend pas. On ne comprend pas pour quelle raison cette enquête n'a pas été creusée plus que ça. Alors je sais que cette piste
beaucoup intéressé d'autres personnes, d'autant que ce couple fait partie de la communauté des gens du voyage. Je ne sais pas si c'est une présomption de culpabilité dans l'esprit de certains, mais on sait bien, et heureusement, que ça n'est pas suffisant et que ça ne fait pas preuve. C'est à ce moment précis que les gendarmes apprennent par le laboratoire génétique de Nantes que les tests ADN réalisés confirment sans l'ombre d'un doute que Fernando Mourão était bien le père biologique du petit garçon. Jean-Marc, la piste de ce couple issu de la communauté des gens du voyage est bien évidemment très intéressante. Fernando Mourão est en conflit ouvert avec eux depuis des années, un conflit qui s'est aggravé depuis qu'il cherche à reconnaître officiellement l'enfant. Oui Arnaud, d'une manière générale, on sait que la plupart des homicides ont pour origine des histoires d'argent ou des conflits amoureux. Et là, Arnaud, on a les deux. C'est donc tout à fait logiquement que les gendarmes décident de placer ce couple en garde à vue. Fernando Mourão a confié à plusieurs personnes de son entourage avoir reçu des menaces de mort du mari de sa maîtresse. Aux yeux des gendarmes, cet homme apparaît alors comme un suspect sérieux. Fort heureusement, la plupart des menaces, même de mort, sont très rarement mises à exécution. Et les maris jaloux ne se transforment pas en tueurs, sinon Arnaud, ça serait tous les jours la Saint-Barthélemy. Et puis il semble que Fernando Mourão n'avait pas pris la juste mesure des menaces dont il était victime. Il ne fermait pas sa porte à clé, la carabine qu'il avait dans son salon n'était pas chargée. Il disait « Oui, je suis menacé, je les attends », mais en fait, il ne les craignait pas réellement. Interrogés sur leur emploi du temps le jour du meurtre, l'homme et la femme font des déclarations concordantes, étayées par l'étude de leur téléphonie. Qu'est-ce que vous pensez de la solidité de leur alibi ? Leur alibi semble corroboré par des témoignages et par l'étude de la téléphonie, mais par l'étude de la position des téléphones. Or, Arnaud, vous le savez bien, on n'a pas encore de puce téléphonique greffée sur le bras. Il se peut tout à fait que le téléphone soit à un endroit et le titulaire de la ligne du téléphone à un autre endroit. En l'absence d'aveux, de contradictions dans les témoignages et de preuves matérielles permettant de mettre en cause le couple, les enquêteurs se lancent à la recherche de nouvelles pistes. Ils décident alors de creuser plus en avant la vie de la victime en s'intéressant à ses relations amicales. Très vite, les gendarmes parviennent à un certain Henri, 65 ans, le propriétaire du château de Gramont. C'est un ami de Fernando et il s'avère que c'est effectivement un châtelain. Mon frère, il allait s'occuper des chevaux, aider avec le tracteur. Puis il était tout le temps au château. Il avait son petit sanglier là qu'il avait élevé, sa bibiche comme il disait. Pépé, viens dans ta chambre. Viens. Tout le temps, il allait voir sa bibiche et il aimait être dans ce château. Il y avait les champs. Il aimait beaucoup être là-bas. Henri semble très proche de la victime, à tel point que les deux hommes se sont téléphonés 429 fois dans l'année précédant le meurtre. Il s'avère que cet homme est un homme d'affaires, en quelque sorte, mais d'affaires un peu particulières, qui a été fiché au grand banditisme à certaines époques de sa vie. Et qui avait, je crois, des boîtes de nuit à Pigalle. Et par conséquent, des antécédents judiciaires assez lourds. Et quand on voit dans l'entourage d'un homme qui s'est fait assassiner, un homme qui était fiché au grand banditisme, tout de suite, l'imagination peut s'enflammer. Les gendarmes convoquent donc ce multirécidiviste, qui, il est vrai, ne fait plus parler de lui depuis longtemps. Il n'y a aucun élément qui a permis de confirmer une quelconque implication. Et surtout, il n'a pas de mobile, lui. Donc on ne voit pas pourquoi il aurait été tué Fernand, avec qui il était ami depuis de nombreuses années. Et surtout, l'homme a un alibi, car il est prouvé qu'il était en région parisienne au moment des faits. C'est alors que les gendarmes apprennent qu'un individu travaillant pour ce châtelain a proposé à plusieurs personnes d'acheter des armes. L'homme en question est rapidement identifié et il est vite établi qu'il connaissait également Fernando Mourão.
C'est un ancien voyou, en fait, qui a appartenu à une équipe de braqueurs. Ça donne un peu de relief encore plus à cette affaire. Entendu par les gendarmes, cet homme déclare avoir vu Fernando pour la dernière fois dans l'après-midi du mercredi 23 mars au château de Gramont. Une perquisition à son domicile permet de retrouver plusieurs fusils, mais aucune arme comparable à celle du crime. Manifestement, il n'a absolument rien à voir avec cette affaire, voilà. Mais bon, bah, là encore, c'est une piste, il faut l'explorer, elle ne donne rien. La piste du château de Gramont est définitivement refermée. C'est une nouvelle déconvenue pour les gendarmes qui décident de tout reprendre à zéro. Dès le début de l'affaire, il y a un homme qui a joué un rôle important. Cet homme, c'est Gilles Tourny, le voisin et ami de Fernando Mourao. C'est lui qui est entré le premier dans la maison et qui a découvert le meurtre. C'est également lui qui a répondu volontiers aux journalistes venus couvrir l'affaire. C'est un gars qui embêtait personne, et puis pour lui demander ce que vous voulez. Hein. Il arrivait toujours à vous faire plaisir, quoi. Enfin, peut-être qu'il en a trop fait, puis voilà. Il fermait jamais sa porte, ni ses fenêtres, ni... Tout allait tout le temps bien, puis vous voyez, il fallait qu'un jour ça aille mal, quoi. Les enquêteurs décident de relire son premier témoignage, recueilli 2 heures après leur arrivée sur les lieux du crime. Et cette fois-ci, ses propos sur sa dernière rencontre avec Fernando Mourao vont retenir toute leur attention. La dernière fois que Gilles va voir Fernand, c'est 2 jours avant le décès de ce dernier. Pour le café, il vient, on s'installe à la véranda, on boit un café, on discute. Gilles a quelques travaux à faire devant sa maison, il demande un coup de main à Fernand, qui lui dit « bah oui, je passerai ». Je passerai demain pour t'aider, promet Fernando Mourao à Gilles Tourny en partant. Il lui a proposé de l'aider à faire la chape, parce que voilà, on avait fait la dalle pour mettre un petit cabanon de jardin, et puis, mais il n'avait pas donné d'horaire, rien du tout. Et donc le lendemain, jour des travaux, Gilles Tourny attend son ami Fernando. Apparemment, il ne vient pas, c'est ce qu'il explique. Bon, il ne vient pas parce que de toute façon, il est mort, quoi. Mais voilà, Gilles Tourny dit qu'il ne le savait pas, il se dit qu'il est parti quelque part, et il ne s'inquiète pas plus, et il ne va pas voir s'il est là, s'il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là, puis je n'ai pas cherché à aller frapper ni quoi que ce soit. Mon mari m'a dit, de toute façon, Fernand n'est pas là, parce qu'il n'a pas vu de voiture déjà, mais il n'est pas allé voir. Hein. De toute façon, moi, s'il n'y a pas la voiture, il n'y a pas de gars. Hein. Bon, ça fait partie des incohérences que soulèvent les enquêteurs. On se dit, c'est vrai, enfin, moi qui ne suis pas bienveillant pour les travaux manuels, je me dis, si quelqu'un doit venir m'aider qu'il n'est pas là, bon, je vais essayer de savoir qu'est-ce que tu fais, tu viens pas, tu es où. Bon, là, vraisemblablement, il n'a pas fait. Mais ce n'est pas la seule chose qui intrigue les enquêteurs. Parmi les petits éléments qui sont rassemblés contre Gilles Tourny, il y a par exemple le fait qu'il n'a pas sorti ses chiens comme il avait l'habitude de le faire tous les soirs, devant sa maison, devant le pavillon. Apparemment, ce jour-là, il l'a fait plutôt dans la cour parce qu'il pleuvait. Vous voyez, avec 5 petits chiens comme ça, là, un soir qui pleut à 10h30 ou pour les faire sortir. Pas cette heure-là, non. C'est vrai qu'on a dit la vérité, il n'était pas allé parce qu'on a regardé 2 films. On a regardé la fin d'un feuilleton qu'on suivait, plus un autre film. Cette accumulation de comportements étranges rend Gilles Tourny et son épouse suspects. Surtout que depuis le meurtre, leur attitude étonne et dérange les enquêteurs. Les gendarmes étaient un peu intrigués par l'omniprésence du couple Tourny autour de cette affaire. Lorsqu'ils se présentaient, le couple n'était jamais très loin. Ils ont compris que le couple Tourny était très intéressé par l'évolution de cette enquête. C'est alors qu'au cours d'une audition sans grande importance, un témoin lâche une information essentielle. Une histoire cocasse remontant aux années 80. Une drôle d'histoire que Gilles et Simone Tourny s'étaient bien gardés de raconter. À un moment donné, c'est vrai que mon mari a été tenté par la femme de Fernand, qu'ils ont eu une relation qui n'a pas duré longtemps, mais qui, en aucun cas, devait nous séparer, parce que mon mari ne voulait absolument pas, pour lui, voilà, c'était juste une aventure, il ne voulait absolument pas me perdre. Ça, je ne dis pas que c'est pas vrai, hein. Une aventure qui n'a pas été bien loin, mais c'est une trahison vis-à-vis de l'épouse, quoi.
C'était comme un château qui s'écroulait, si vous voulez, et j'étais un peu perdue. Bon, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas bien non plus, puisque j'ai voulu me venger. Voilà, j'ai fait la même chose que mon mari, mais avec Fernand. La découverte de ces adultères croisés, 40 ans avant le meurtre, va devenir l'élément central de cette enquête. Car les gendarmes ont le sentiment d'avoir découvert le mobile du crime. Quand on apprend cette relation, et voilà, que ça peut constituer un mobile, bon, ça paraît vieux, mais bon, c'est quand même pas anodin, j'allais dire. Voilà, entre voisins, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Hein. Moi, personnellement, je me suis dit, par rapport à l'enquête, je me suis dit, ça va ressortir, un jour ou l'autre, ça va ressortir, c'est obligé. S'ils font correctement leur enquête, ça va ressortir à un moment ou à un autre, mais enfin voilà. Mes parents avaient une vingtaine d'années, je me suis dit, ça fera rien. Alors le mobile d'il y a 40 ans, c'est stupide. Puis ça ne tient pas la route parce que c'est quelque chose qui était complètement oublié. Et puis la preuve, tout le monde était au courant. Mais personne n'en a parlé parce qu'on avait tous oublié. C'était une histoire complètement oubliée. Ça ressort des choses comme ça, mais moi j'ai rien à me reprocher. Hein. De toute façon, voilà, à part effectivement, j'aurais peut-être pas dû faire la même chose que mon mari. Quand on trouve pas bien quelque chose, faut pas le faire après. Et ça, mais en aucun cas, ça peut être le mobile du meurtre de Fernand. Il y a eu un petit froid au départ. C'est normal, je vous dirais le contraire, ça serait pas vrai. Mais après, ça s'est estompé. Puis l'amitié est revenue, tout ça s'est oublié, et puis on n'y pensait plus. Mais les enquêteurs prennent cette histoire d'adultère très au sérieux. À la recherche de preuves, ils placent le couple Tourny sur écoute. Et rapidement, certains propos confortent leurs soupçons. Il apparaissait que finalement, alors qu'on se présentait comme les meilleurs amis du monde, comme des proches de Fernand Mouraho, on a pu se dire soulagé de la mort de Fernand Mouraho. Est-ce que les mots ont dépassé la pensée? En tout cas, ils ont été prononcés. Alors, des fois, c'est bête ce qu'on peut dire au téléphone, je veux dire, mais si vous voulez, jamais j'ai dit que j'étais contente et tranquille qu'il soit décédé. Vous vous rendez compte? Non, mais j'ai jamais pu dire une chose pareille. On avait vraiment de la peine que Fernand ait été tué comme ça. Les écoutes téléphoniques trahissent aussi le sentiment récent de Simone Tourny d'avoir été observée avec trop d'insistance par Fernando Mouraho. Moi, j'ai dit ça bêtement, parce qu'un jour, je dis oui, c'est vrai que il faisait une chambre pour son petit garçon. Un jour, je sortais des oiseaux, il me regardait, c'est tout. Mon mari était pas loin, je veux dire, voilà. Donc j'ai dû expliquer ça, mais ça a été tourné en façon comme quoi je disais, il me regardait. Ça, j'y crois pas. Mon frère, il draguait pas Simone, c'est sûr. C'est sûr. Non. Certains parlent alors de la possessivité excessive de Gilles Tourny. On sait que Gilles Tourny peut être décrit comme un homme jaloux. On sait que les relations entre Fernand Mouraho et Madame Tourny ont pu prendre des chemins qui agaçaient Gilles Tourny. Alors est-il possible que le voisin et ami de Fernando Mouraho soit en réalité l'auteur du crime? La conviction des enquêteurs est faite. À 8h30 du matin, le 8 février 2017, soit plus de 10 mois après le crime, ils se rendent au domicile du couple Tourny. Ils veulent, par cette interpellation surprise, déstabiliser leur suspect avant de le placer en garde à vue. On était toujours au lit, je me lève, et moi, si vous voulez, comme j'étais en chemise de nuit, je me suis mis dans la salle de bain pour m'habiller vite fait. Ça restera toujours dans ma tête, dans mes oreilles, ça courait partout. Et puis après, ils me tapent dans la porte de la salle de bain, ils m'ont dit d'ouvrir, et moi je disais que j'avais peur. Et j'ai fini par ouvrir, et là, on me tombe dessus, et puis on me dit, on va vous mettre en garde à vue pour le meurtre de votre voisin, M. Mouraho. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi de toute façon. J'étais tellement sûr de moi que, et moi, je vais pas en faire. J'étais complètement sidérée, je me demandais si je faisais un cauchemar,
C'était pas réel, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas nous accuser de ça, enfin, c'est fou, quoi. Et de ce moment-là, mon mari, je l'ai pas revu, parce qu'ils nous ont séparés tout de suite. La perquisition effectuée immédiatement semble donner raison aux gendarmes. Dans différentes pièces de la maison sont découvertes plusieurs carabines et armes de poing. Il y a aussi de nombreuses munitions de différents calibres. Des armes que Gilles Tourny n'a jamais déclarées. D'habitude, on passe de l'ombre à la lumière. Là, c'était de la lumière à l'ombre, hein. D'un seul coup, on devient des criminels. On vous traite de criminels. Vers 15h, le couple est transporté à la gendarmerie de Bourges. Moi, je pensais à mon mari et lui devait penser à moi. Donc, je pensais aussi à nos enfants. Mais je dis, mais ils doivent être complètement affolés et tout. C'est terrible la vie. Je ne l'oublierai jamais. Quand on apprend qu'on les embarque avec des menottes, qu'on les traite comme des criminels qui sont en garde à vue, je trouve que c'est violent et c'est honteux. C'est un mélange de tout. Je reste un peu à mon travail et au bout d'une heure, je décide quand même de venir sur place pour voir, parler avec quelqu'un et leur dire mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites erreur. Enfin, c'est pas mes parents qui ont fait une chose pareille. À 17h30, les interrogatoires débutent. Je me sens protégé de toute façon, parce que comme c'est pas moi, je suis tranquille parce que je pense pas qu'on va m'accuser de ce que j'ai pas fait. On vous traite de criminels. Bon, je sais bien, hein, c'est leur travail de faire parler les gens, mais quand vous êtes coupable, vous l'acceptez, mais quand vous êtes innocent, vous ne comprenez pas. Moi, je réponds tout de suite, c'est pas moi. J'ai rien à faire là-dedans, dans ce truc-là. J'avais aucune raison de tuer Fernand. On était de bons copains. Gilles Tourny reconnaît avoir été jaloux, mais il explique qu'avec le temps, tout s'est arrangé. Quant aux armes qu'il possède, cela n'a rien à voir avec le meurtre de son ami Fernando Mourao. Il n'y en a aucune qui correspond au meurtre, parce que c'est des alarmes, en somme. C'est un 9 mm à grenaille, donc une balle ne tient pas dedans. Sinon, elle fait péter le revolver. Gilles Tourny précise que ces armes lui servent à tuer les rats qui entrent dans son poulailler. Cela fait maintenant plus de 30 heures que les gardes à vue ont débuté. On se disait, est-ce que papa va craquer ou pas? Alors craquer, pas dans le sens s'avouer coupable parce qu'il est innocent, c'est pas ça, mais on est tellement des fois sur la fatigue, on dit des choses peut-être qu'on pense pas, mais pour être soulagé, de se dire, bon allez, c'est bon, je vais dire ce qu'ils veulent pour être tranquille. J'étais fatiguée, vous dormez pas, vous vivez un cauchemar, Donc vous essayez de répondre à tout. D'ailleurs, on a essayé de répondre à tout honnêtement et en disant la vérité, finalement tout se retournait contre nous. Et à un moment donné, sous le feu des questions, Simone semble douter de son mari. Je lui dis, arrêtez, là vous me faites douter, vous arrivez à me faire douter. Et c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, je suis complètement embrouillée, emmêlée, voilà. Je ne savais plus où j'en étais. Négard, on vient d'entendre Simone Tourny évoquer l'état de confusion dans lequel les interrogatoires de la garde à vue l'ont plongée. Je tiens à préciser qu'elle était seule, après avoir renoncé à son droit d'être assistée par un avocat. Est-ce qu'un avocat aurait pu intervenir et modifier le cours des auditions ? En garde à vue, en tant qu'avocat, on a une marge de manœuvre assez limitée parce qu'on n'a pas accès au dossier, mais seulement à quelques procès-verbaux qui indiquent les natures et dates présumées des faits reprochés. On ne peut donc pas véritablement aider le client à préparer sa défense. En revanche, et c'est là peut-être la vertu de la présence d'un avocat, on peut au moins lui rappeler les droits dont il bénéficie, notamment celui de garder le silence. Alors, pour revenir à notre affaire, la présence d'un avocat aux côtés de Simone Tourny aurait au moins eu l'avantage d'abord de la calmer, ensuite peut-être de lui permettre de moins douter d'elle-même, et enfin de lui rappeler qu'elle bénéficiait de certains droits, notamment de celui de ne pas répondre aux questions. Très concrètement, comment ça se passe? Qui appelle l'avocat? Est-ce qu'il est obligé de venir? Est-ce qu'on est obligé d'attendre son arrivée pour commencer les interrogatoires? Et est-ce qu'il reste tout au long de la garde à vue, c'est-à-dire parfois 48 heures?
Tout est prévu par le Code de procédure pénale. C'est l'enquêteur qui contacte l'avocat désigné ou s'il est indisponible ou injoignable, la permanence pénale du barreau pour avoir un avocat commis d'office. Concrètement, on peut être contacté à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et alors, à partir de cet instant-là, le Code de procédure pénale oblige les enquêteurs à attendre l'arrivée de l'avocat pendant 2 heures. Mais passé ce délai, les auditions pourront commencer en son absence, quitte s'il arrive finalement à y assister en cours de route. Alors évidemment, on ne reste pas 48 heures d'affilée dans les locaux de la garde à vue. Selon ce qui aura été convenu avec le client et ce que l'on saura de la complexité de l'affaire, on pourra s'entretenir avec lui et ou l'assister pendant les auditions. Après 37 heures de garde à vue, Simone Tourny ressort libre de la gendarmerie. Son mari, en revanche, est déféré devant la juge d'instruction. Cet homme qui n'a jamais cessé de clamer son innocence pendant la garde à vue comprend qu'il est devenu le suspect numéro 1. Il n'y a pas de preuve matérielle de la culpabilité de Gilles Tourny. Juste l'impression tenace pour les gendarmes et la juge d'instruction qu'il ne dit pas toute la vérité et qu'il dissimule sa vraie nature. D'abord, il y a des constatations objectives, c'est-à-dire que les enquêteurs se sont aperçus que la relation idyllique qui était décrite entre le couple Tourny et Fernand Mourao ne l'était peut-être pas tant que cela. On a caché des choses aux enquêteurs sur les relations entre ce couple Tourny et Fernand Mourao. Des choses qui sont de nature à susciter effectivement des interrogations profondes. Devant la juge, le suspect peine à se défendre. Il s'embrouille sur des moments clés, sur des dates, sur les armes qu'il possédait, si bien que la magistrate décide de le mettre en examen pour meurtre. Gilles Tourny est immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges. Quand c'est qu'ils m'ont emmené, je pensais revenir le soir même. J'ai dit, de toute façon, je reviendrai ce soir parce que c'est pas moi. Mais c'est pas comme ça que ça passe, la justice. Hein. J'étais dans le wagon qu'il fallait pas, quoi. On a dit, c'est pas possible. Même mes frères, ma sœur, personne n'y croyait. On a dit, mais ça va pas du tout, là, ça tient pas debout. J'ai mis ma petite famille sur le mur avec un gros sparadrap, une photo. Puis j'y disais tout le temps, je m'en les réponds. C'est trop dur. Mais on verra. Il y aura peut-être une sortie un jour. Mais je me dis, c'est une erreur. Ils vont se rendre compte de leur erreur et puis ça va vite s'arrêter, quoi. C'est pas possible. L'instruction s'annonce difficile, car Gilles Tourny clame son innocence. Et la juge d'instruction n'a pas d'indice accablant à lui opposer, dans l'espoir d'obtenir ses aveux. Les enquêteurs se lancent donc à la recherche de l'arme du crime. Et pour cela, ils font détruire la dalle du cabanon de Gilles Tourny. Cette dalle qu'il semblait si pressé de couler le lendemain du meurtre. Ils avaient un bip pour voir si on entendait de la ferraille. Alors, du coup, ils ont fait venir quelqu'un pour tout casser. Ils ont tout cassé. Ils n'ont rien trouvé. Hein. Moi, je me disais à moi-même, mais ça va vraiment pas, quoi. Les enquêteurs ont passé au crible vraiment tout ce qui était possible de passer au crible pour essayer de découvrir l'arme chez Gilles Tourny. On est allé au fond du puits, on a sondé les étangs. Bon, et il n'y a rien. Alors oui, c'est un constat, l'arme du crime n'a pas été retrouvée au domicile de Gilles Tourny. Je dis moi que compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été appréhendé, de la chronologie de ce dossier, il aurait été étonnant qu'elle se retrouve au domicile de Gilles Tourny. Dans la soirée du 28 février 2017, soit près d'un an après le crime, la juge d'instruction décide de faire procéder à une reconstitution de la nuit du meurtre. Un des éléments qui intéressait les enquêteurs, c'est de savoir pourquoi Gilles Tourny n'avait pas entendu les coups de feu. Dans leur esprit, à ce moment-là, c'est de dire si Gilles Tourny dit qu'il n'a pas entendu les coups de feu, c'est qu'il ment. S'il ment, c'est l'auteur des coups de feu. Donc on fait des essais. Tous les avocats et la juge d'instruction étaient dans la maison de Gilles Tourny et puis ils étaient en train d'essayer de voir si on entendait mal, si on entendait bien.
Un officier de police judiciaire va tirer de l'intérieur de la maison de Fernand, et puis à l'extérieur. Et puis on fait différentes combinaisons à l'intérieur du domicile de Gilles Tourny, avec la télé, fort, pas fort, etc. Et on s'aperçoit qu'on entend les coups de feu. Alors évidemment, c'est utilisé comme un élément à charge contre monsieur Gilles Tourny parce que lui disait qu'il n'avait rien entendu, etc. Mais on fait ça chez les voisins, mais on entend aussi chez les voisins. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Je ne sais pas, mais à la campagne, je ne suis pas sûre qu'on sursaute parce qu'on entend une détonation. 3 mois plus tard, le 19 mai 2017, une nouvelle reconstitution est effectuée. Cette fois-ci, ce sont les conditions de la découverte du corps de Fernando Mourão qui intéressent la juge. Gilles Tourny est extrait au petit matin de sa cellule et arrive devant chez lui vers 9 h en fourgon cellulaire. Épuisé, déprimé, il sait que ses réponses et celles de sa femme peuvent être déterminantes dans la suite qui sera donnée à l'instruction. Gilles et Simone Tourny doivent refaire tous leurs faits et gestes de ce fameux 25 mars 2016. On va demander à Simone d'essayer de se rappeler exactement quelle a été son attitude. Est-ce qu'elle est allée jusqu'à la porte-fenêtre? Qu'est-ce qu'elle a dit à Gilles? Simone Tourny reconnaît qu'après avoir appelé les gendarmes à la demande de son mari, elle a été voir la scène de crime. Franchement, j'étais sous le choc et ça, c'est... J'ai que cette vision horrible, mais je ne me rappelle pas vraiment ce que j'ai fait. Si j'ai poussé la fenêtre ou si j'ai juste penché la tête, voilà. Pour la reconstitution, on m'a fait faire des choses que je n'avais pas faites sûres, parce qu'il fallait que je pousse la fenêtre. Donc j'avais pas... Moi, je ne me rappelle pas d'avoir poussé cette fenêtre. Les enquêteurs sont persuadés que Simone Tourny est passée par la porte-fenêtre. Alors pourquoi n'a-t-elle pas laissé d'empreinte? Et surtout, pourquoi ne retrouve-t-on pas non plus celle de son mari sur la porte d'entrée? On m'a accusé d'avoir effacé les empreintes sur la porte-fenêtre ce jour-là et sur la poignée de la porte, que mon mari avait donc tenue. Alors ça, je dis que c'est archi faux, c'est absolument impensable. Je n'ai pas pu faire une chose pareille. Déjà, pourquoi? Parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour on accuserait mon mari. Déjà, d'une part, et qu'en plus, j'étais pas toute seule. Puis pourquoi, surtout? Je n'ai pas compris, là, cette accusation. Et je vois pas bien l'intérêt pour Gilles, et encore moins son épouse, de faire du nettoyage. Il n'y aurait rien de suspect à retrouver leur ADN, puisqu'on allait régulièrement chez les uns et chez les autres. Il y avait de l'ADN de Fernand, probablement au domicile de Gilles et Simone, et réciproquement. Après 5 heures de reconstitution, Gilles Tourny est reconduit dans sa cellule de la maison d'arrêt de Bourges. Il se souviendra toujours de sa conversation ce soir-là avec un surveillant. Il me dit, vous êtes là pour quelle affaire? Je dis, l'affaire qui avait un meurtre à Châteauneuf et tout. Bon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Ça peut demander 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je dis, j'espère maintenant quand même. Jean-Marc, revenons sur les principaux éléments à charge qui ont conduit à la mise en examen et à l'incarcération de Gilles Tourny. Il n'a pas révélé spontanément les relations adultères croisées entre son couple et celui de la victime. Il ne s'est pas inquiété de l'absence de son ami au moment où il devait l'aider à réaliser des travaux. Il n'a pas entendu les coups de feu dans la nuit. Et enfin, le soir du meurtre, il n'a pas promené ses chiens, contrairement à ce qu'il faisait d'habitude. Ce qui m'étonne en vous écoutant, Arnaud, c'est que tout repose sur des choses que Gilles Tourny n'a pas faites. Vous n'utilisez que la forme négative. Ce sont des accusations en creux, qu'elles soient prises individuellement ou dans leur ensemble. Aucune d'elles ne mène directement à la culpabilité de Gilles Tourny. Ce sont des constructions intellectuelles, des hypothèses. S'il n'a pas entendu, s'il n'a pas fait, s'il n'a pas dit, c'est qu'il a commis cet homicide, c'est qu'il est coupable. Arnaud, je croyais que dans notre pays, il y avait un grand principe, c'était celui de la présomption d'innocence. Or, il me semble que dans cette affaire, Gilles Tourny a été victime d'une présomption de culpabilité. Et tout est parti d'une histoire ancienne d'il y a près de 40 ans qui aurait constitué le mobile du meurtre. C'est en effet au début des années 80 que ces adultères ont eu lieu.
Est-ce que ce mobile tient la route selon vous? On sait bien que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais 40 ans, c'est quand même vraiment ancien. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un élément déclencheur nouveau qui soit intervenu récemment. Or, l'enquête n'a rien établi de tel. Enfin, Jean-Marc, si on y réfléchit bien, il y a un autre élément qui ne colle pas avec la culpabilité de Gilles Tourny, c'est le mode opératoire du crime. Je l'ai dit et je le redis, cet homicide est le fait d'un tueur aguerri. C'est un homme qui sait manier les armes à feu, c'est un homme qui est dénué d'empathie et qui n'hésite pas à tirer 2 balles dans la tête de sa victime pour l'achever. Ça ne correspond ni à l'histoire, ni au profil de Gilles Tourny. Le vendredi 2 juin 2017, après 2 rejets de demande de libération, Gilles Tourny sort de prison. Il aura passé un peu moins de 4 mois en détention provisoire, une incarcération qui l'a profondément marqué. Mais j'y croyais pas. Parce que, avec ce qu'il m'avait fait, là, j'avais perdu 10 kilos d'un coup. Je comprenais pas trop. Vous savez, du moment qu'il sortait de prison, quand on connaît rien à la justice, on se dit, ça y est, ils ont compris. Pour moi, c'était à la liberté, quoi, pour lui déjà. Il ne faut tirer aucune conclusion, ni dans un sens ni dans l'autre, de cette remise en liberté. Gilles Tourny reste mis en examen, bien que mis en liberté, ça n'est absolument pas contradictoire. C'est la prison qui m'a appelée en me disant voilà, votre mari va être libéré, vous allez le chercher, mais par contre, pas vos enfants, ils n'ont pas le droit. Moi, je dis, vous êtes sûr, vous ne faites pas une erreur? Et elle me dit, non, non, je ne me suis pas trompée, c'est vous qui venez chercher votre mari, et par contre, vos enfants, Christophe et Nelly, n'ont absolument pas le droit de le voir. Et elle me dit, venez le chercher vite, parce qu'il va être incessamment sous peu dehors. Ma mère appelle en disant, je viens d'avoir un coup de fil, il libère papa. Savoir qui sortait, j'étais, voilà, c'était un soulagement, parce que j'ai vu mon père 15 jours auparavant pour une reconstitution, et il était en danger de mort parce qu'il était dans un état impitoyable. Me voilà partie là-bas et je suis allée vraiment, j'en pleurais quoi. Et juste avant d'arriver, l'avocat de mon mari me téléphone en me disant il y a une erreur, vous avez absolument pas le droit d'aller chercher votre mari. Et bon, j'arrivais juste devant la prison, donc j'ai vu mon mari sortir avec des grands baluchons. L'avocat est arrivé, il m'a dit de toute façon, je dis quand même, je peux quand même l'embrasser, vous vous rendez compte, ça fait plus de 4 mois que je ne l'ai pas vu. Il m'a dit non, non, si vous voulez qu'il retourne directement en prison, voilà, non, non, vous avez absolument pas le droit. Gilles Tourny est donc libre, mais il découvre que son contrôle judiciaire lui interdit de voir sa femme et de rentrer chez lui. Il est donc obligé de s'exiler en Auvergne, chez sa fille Valérie, la seule de la famille qui n'était pas à Châteaumeillan au moment du meurtre. Je savais pas si je devais pleurer ou... Je voulais me montrer forte devant lui. Donc on s'est pris dans nos bras et puis forcément, voilà, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, mais mon père était complètement perdu. Je pense qu'il réalisait même pas ce qui lui arrivait en fait. Gilles a été extrêmement affecté par cet enfermement. Moi, quand je le retrouve libéré, il a du mal à faire des phrases. Il était terrorisé à l'idée qu'on puisse l'enfermer à nouveau, quelle que soit la raison. Et je pense qu'il en a fait une dépression profonde. J'ai pas eu la chance que j'aurais dû avoir normalement. Que la juge elle-même, elle dise non, il est innocent. Hein. Tant pis, hein. Je ne veux pas prendre une corde, parce qu'il y en a qui l'ont pensé, ça. Et je veux pas. Ça serait dire, c'est lui, quoi. Et le 8 juin 2017, 6 jours après sa sortie de prison, Gilles Tourny est réconforté par la création d'un comité de défense qui compterait aujourd'hui plus de 250 membres. Mes clients ont très mal vécu le battage organisé autour de l'innocence a priori de Gilles Tourny. Et oui, ils ont été choqués. Ils ont eu le sentiment que Fernand Mouraho était passé de vie à trépas, mais bien plus aux oubliettes, et que désormais il était plus important
de sauver Gilles Tourny que de retrouver le meurtrier ou l'assassin de Fernand Mouraou. Alors, en réponse à cette mobilisation en faveur de Gilles Tourny, soutenue par 4 frères et sœurs de la victime, une manifestation est organisée. Il y a eu une marche blanche pour Fernand. Et en fait, c'était pas une marche blanche en l'honneur de Fernand, c'était une marche blanche contre la libération de mon père quelques jours avant. Dans la famille Mouraou, 2 clans s'affrontent. D'un côté, les filles de Fernando, soutenues par une de leurs tantes, et de l'autre, le reste de la famille, qui ne croit pas à la culpabilité de Gilles Tourny. C'est le drame sur le drame. C'est une famille, une fratrie qui se divise sur la thèse du meurtrier de Monsieur Fernando Mouraou. Donc au début, ils étaient d'accord, ils avaient confié leurs intérêts au même avocat pour la plupart. Et c'est quand mes clients, donc 2 frères et 2 sœurs de Monsieur Fernando Mouraou, ont commencé à questionner que là, il y a eu une fracture, une scission. Adélia Mouraou-Noblet est une des clientes de Maître Chapelle. On est pro-vérité. Nous, on veut la vérité. Il y a des choses qui nous font penser que c'est pas les Tourny. Croyez-vous que j'aurais pu pardonner à l'assassin de mon frère? Moi, pour moi, je pense pas du tout que c'est Gilles Tourny qui l'a tué. C'est pas possible, ça. Impossible. Pour Nelly Tourny, qui est mariée à Emmanuel, un neveu de Fernando Mouraou, cette fracture familiale est extrêmement difficile à vivre. Mais la première année après la mort de Fernand, on était tous très proches. Après, quand ils ont arrêté mon père, j'ai senti que certaines personnes de la famille nous tournaient le dos, en fait. J'ai vécu ça comme une trahison. J'ai eu beaucoup de peine. Négard, à sa sortie de prison, Gilles Tourny est soumis à un contrôle judiciaire. Il ne peut pas rentrer à son domicile et a interdiction de voir sa femme. Combien de temps peut durer cette mesure et que se passe-t-il en cas de non-respect des obligations fixées? Le contrôle judiciaire, c'est une mesure coercitive qui oblige le mis en examen qui en fait l'objet à se soumettre à certaines obligations, par exemple celle de ne pas quitter le territoire national ou encore de ne pas rentrer en contact avec la victime, des témoins ou d'autres mises en examen. Une fois prononcé, le contrôle judiciaire dure tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de main levée par le juge d'instruction. Alors évidemment, si celui-ci refuse la main levée totale du contrôle judiciaire, il peut néanmoins en modifier certaines obligations dans le sens d'une atténuation s'il s'aperçoit que le mis en examen a respecté les obligations pendant un certain laps de temps. En revanche, en cas de non-respect, le contrôle judiciaire peut être révoqué et le mis en examen placé en détention provisoire. Un comité de défense a été créé pour soutenir Gilles Tourny et pour médiatiser son affaire. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir une quelconque influence sur le juge d'instruction? Non, le juge d'instruction est indépendant et il lui revient à lui seul d'apprécier si tel ou tel acte d'investigation sera utile à la manifestation de la vérité. Les comités de soutien, comme celui qu'on voit ici, qui peuvent avoir une influence sur l'opinion publique en la sensibilisant sur l'affaire, n'en ont en principe aucune sur le juge d'instruction. Dans cette affaire, la partie civile est totalement divisée entre ceux qui sont persuadés de l'innocence de Gilles Tourny et ceux qui pensent au contraire qu'il est tout à fait normal qu'il soit mis en examen. Les membres de la famille de Fernando Mouraou ont donc des avocats distincts. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? En réalité, Arnaud, c'est une situation qui est tout à fait normale. Si un avocat peut défendre plusieurs personnes, c'est à condition qu'elles aient des intérêts identiques. Autrement, il défendrait à la fois une position et son contraire, ce qui serait absolument insensé. Qu'il y ait donc dans cette affaire plusieurs avocats pour des parties civiles qui ne s'accordent pas entre elles, ça n'est pas anormal. En revanche, c'est peu commun parce qu'on a plutôt coutume de voir une partie civile adopter la thèse de l'accusation. Or, une partie civile qui à la fois est victime mais considère que l'accusé n'est pas coupable, ça c'est fort. En janvier 2019, soit 18 mois après sa remise en liberté, Gilles Tourny est autorisé à vivre de nouveau à Châteaumeillan, près de sa femme et de ses enfants. Cela fait 2 ans qu'il est mis en examen pour le meurtre de son ami Fernando Mouraou, 2 ans durant lesquels il n'a jamais cessé de nier son implication dans le crime. De retour chez lui, Gilles Tourny retrouve ses proches. Ensemble, leur combat pour faire reconnaître son innocence s'intensifie. Après avoir pris connaissance du dossier,
l'enquêteur privé Roger-Marc Moreau accepte de lancer une contre-enquête pour innocenter Gilles Tourny. J'ai accepté de soutenir cette famille justement parce que cette accusation était absurde. J'ai rarement vu une affaire aussi basée sur des éléments irrationnels. Maître Sylvain Cormier se bat point par point pour faire reconnaître l'innocence de son client. L'histoire des chiens est incroyable. Ça montre un peu comment cette enquête a fonctionné pour Gilles. Il n'a pas sorti les chiens ce soir-là. Ça devient un élément à charge. C'est très curieux, monsieur. Vous n'avez pas sorti les chiens. C'est donc que vous avez commis le meurtre. Mais moi, je ne vois pas le lien, honnêtement. Il aurait sorti les chiens, qu'est-ce que ça aurait changé? Il ne les a pas sortis, qu'est-ce que ça change? Et c'est aussi le mode opératoire lui-même qui donne des arguments à la défense. D'abord, on sait que les coups de feu ont été tirés d'abord de l'extérieur. Et Gilles est très proche de Fernand, il pouvait rentrer comme il voulait chez son ami. Il n'avait pas besoin de tirer de l'extérieur. Le meurtrier, c'est quelqu'un qui n'est pas un proche de Fernand, voire même qui était peut-être craint de Fernand. Et si finalement, la piste du couple issu de la communauté des gens du voyage avait été trop vite refermée? Mais ils les ont gardés très très peu de temps. À partir de ce moment-là, nous on s'est dit, ils n'enquêtent plus dessus. Moi, j'ai pas à dire c'est un tel ou un tel. Je me permettrai pas parce que de toute façon, nous on a été accusés à tort et ça fait très très mal. C'est quelque chose qui détruit une vie, des vies. Mais par contre, voilà, qui cherche dans la bonne direction. Il y a bien quelqu'un qui a fait ça, mais c'est pas nous. Et dans ce combat pour prouver l'innocence de Gilles Tourny, Maître Chapelle est très active. C'est ainsi qu'elle a participé au recrutement d'un expert en génétique. On lui a demandé de reprendre tout ce qui avait été fait dans l'information judiciaire au niveau des analyses génétiques. Et ce généticien, en relisant tous les résultats des expertises de l'affaire, va faire un rapprochement très intéressant. Il conclut que l'ADN inconnu retrouvé sur la porte d'entrée de la victime pourrait être celui d'un membre de la famille du couple suspect, probablement de sexe féminin. Cet ADN pourrait être attribué à la fille des gens du voyage. Donc pourquoi retrouve-t-on son ADN sur la scène de crime? C'est sûr que c'est un élément important parce que c'est un élément objectif. Alors l'ADN, ça ne dit pas tout, mais c'est un élément quand même de poids dans une information judiciaire qui, là encore, n'a pas été exploité alors que ça fait 4 ans que ces rapports sont dans le dossier. Aujourd'hui, la défense réclame que l'ADN de cet enfant soit prélevé. Un nouveau juge d'instruction, le 4e depuis le début de l'affaire, vient d'être nommé. C'est lui qui devra décider de répondre à ces demandes d'actes. En attendant, Gilles Tourny reste mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Suspecté d'avoir tué son ami Fernando, il craint chaque jour d'être renvoyé devant une cour d'assises. Parce qu'il y en a marre de, tous les jours à se dire là, jusqu'à temps, quand, jusqu'à quand. Hein? Et puis ça vient tout doucement, quoi. La justice est longue, ben oui, la justice est longue. Pour moi, c'est impensable que mon mari puisse aller aux assises. Il n'a rien fait. Il est innocent. Je le crie, je le dirai tout le temps. Et c'est très dur de vivre ça. Parce que voilà, ça le détruit, ça nous détruit, ça fait très mal. L'erreur judiciaire dans une accusation si terrible, ça fait souffrir. On souffre. Je sais pas comment il faut qu'on le dise. Gilles Tourny ne peut pas, a priori, ne pas répondre aux questions des enquêteurs, aux interrogations des magistrats, sous prétexte qu'il a des liens privilégiés avec certains membres de la famille. Si Gilles Tourny doit répondre de ce crime devant la cour d'assises, il en répondra. Est-ce que vous pensez, Jean-Marc, que les enquêteurs n'ont pas suffisamment fouillé la piste du couple issu de la communauté des gens du voyage?
Dans cette enquête, Arnaud, on a vraiment l'impression que rien n'est allé jusqu'au bout. Certaines affaires sont très difficiles à résoudre parce qu'il n'y a pas de lien préexistant entre l'auteur et sa victime. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Je suis persuadé que Fernando Mourão connaissait son assassin. C'est donc dans sa vie que se trouve le mobile de cet assassinat, la clé de cette énigme. Mais la mise en examen de Gilles Tourny semble avoir bloqué cette affaire qui se trouve aujourd'hui dans une impasse de laquelle il faut aujourd'hui sortir. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour relancer cette enquête ? Il faut que la justice, la gendarmerie et pourquoi pas les parties civiles réfléchissent à plusieurs axes d'enquête. On a la chance, on l'a vu, que la maison soit toujours placée sous scellé, que ces scellés soient intacts. La police technique et scientifique pourrait y refaire des constatations et éventuellement y trouver des indices matériels, physiques ou biologiques qui n'ont pas été trouvés à l'époque ou qui ne pouvaient pas être trouvés à l'époque. Et puis bien sûr, il faut à nouveau s'intéresser à ce couple et à son entourage qui peut avoir voulu les venger du déboire conjugal qu'ils avaient subi. Et puis bien sûr, il faut s'intéresser aussi à tout l'entourage de Fernando Mourão, à ses amis qui parfois, pour certains d'entre eux, ne sont pas très recommandables, et aux liaisons amoureuses qu'il a pu avoir après la séparation avec la mère de son enfant. Aujourd'hui, Gilles Tourny, avec son avocat et son comité de soutien, font tout pour obtenir un non-lieu. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il s'agisse d'un non-lieu général qui clôture définitivement cette affaire. La famille de Fernando Mourão, celle de Gilles Tourny aussi, ont besoin de connaître la vérité. Et la justice doit mettre tout en œuvre pour identifier, arrêter et juger l'auteur de cet assassinat. Il faut donc revenir aux fondamentaux et se poser la vraie question. Qui avait intérêt à tuer Fernando Mourão ? On veut des réponses. On ne les a pas, nos réponses. Nous, on se bat depuis 4 ans pour avoir les réponses à nos questions. C'est pas possible. Pourquoi on a fait ça, mon frère? Mais pourquoi? C'est quand même hors du commun. Faut être un monstre pour faire des choses pareilles, franchement. Sur le coup, on réalise pas, parce que c'est vrai que ce genre de choses, on se dit, ça arrive que dans les films. Et puis après, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi on a été faire du mal à cet homme? Il rigole bien. L'auteur du crime. J'espère qu'il va pas rigoler trop longtemps maintenant, j'espère. Avec un bon enquêteur, ça aurait dû être vite conclu, je pense. Depuis le meurtre de Fernando Mourão, sa famille, jusque-là très unie, s'est déchirée. À la douleur du deuil s'ajoute celle de cette terrible fracture. Mais il y a un espoir commun qui anime tous les proches de la victime, celui de connaître le nom de l'assassin et de le voir comparaître devant une cour d'assises. Ce jour-là, sans aucun doute, tous se retrouveront, tous se réconcilieront autour de la vérité établie par la justice.
oceans, they kiss your feet. Snow bows to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my
reflection still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Now, appearing nowhere, appearing nowhere. Now, appearing nowhere.
slanted. My reflection still there. The marquees, they all read. Now, appearing nowhere. Appearing nowhere. Now, appearing nowhere. slanted, my reflection still there. The marquees, they all read. Now, appearing nowhere, appearing nowhere. Now, appearing nowhere.
breath. How